Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques, dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Introduction. La nature de la crise financière, déclenchée en août 2007 et qui a pris de l'ampleur à la fin de 2008, soulève des questions de fond. Relève-t-elle des crises cycliques qui ont jalonné l'histoire du capitalisme ? Est-elle une crise du capitalisme ? S'inscrit-elle dans la continuité ou constitue-t-elle une rupture ? Remet-elle en cause le projet sociétal occidental ? Est-elle le prélude d'une nouvelle époque ? Ou correspond-elle à une phase dans l'histoire du capitalisme ? L'idée selon laquelle le capitalisme se nourrit des crises traduit bien la nature de ce système, mais se fonde sur une hypothèse erronée et comporte un risque majeur. L'hypothèse est que le capitalisme est, implicitement, éternel. Une telle conception rejoint celle de la fin de l'histoire. Ce système est tout ce que peut inventer de mieux l'humanité, dans le meilleur des mondes possibles. Quant au risque, il est en rapport avec cette vision panglossienne. Puisque c'est ainsi, il faut accompagner l'économie en œuvrant pour limiter les dégâts tant qu'elle n'a pas atteint le creux de la vague, puis l'aider à remonter la pente avant de retrouver sa vitalité et entamer un nouveau cycle haussier. Comme l'humanité a été prise au dépourvu par la crise, comme elle a été prise de court par son ampleur, il n'est pas exclu qu'elle sera demain surprise par sa vraie nature. Qui des plus avertis s'attendait à la destruction du mur de Berlin en 1989 ? Depuis la dernière crise de 1929 et jusqu'à la veille de celle de 2008, les crises qui se sont succédées, selon une cadence plus ou moins régulière, ont constitué des réponses à des blocages et à des situations critiques. Néanmoins, le capitalisme joue à la roulette russe. Des crises dont il se sert pour retrouver sa vitalité et son dynamisme, une est mortelle.
Celle-ci, qu'on peut qualifier de crise fatale, est difficile à détecter. Le risque de se tromper sur sa nature est réel, car elle présente les mêmes symptômes qu'une crise majeure, mais ordinaire, et partage avec elle son caractère systémique. En outre, sa détection est d'autant plus difficile que ceux qui tirent profit du statu quo et qui sont complètement aliénés par le système, se refusent de voir la réalité en face et se comportent à la manière de l'autruche. Ce comportement est favorisé par le temps que prend le processus de la déliquescence de la société. La décadence, sauf exception, catastrophe naturelle apocalyptique ou guerre dévastatrice faisant usage des armes de destruction massive, ne se produit pas brutalement. Généralement, il y a un décalage entre le déclenchement de ce processus et son impact sur l'activité économique en raison des effets de la période faste qui continue à se faire sentir pendant un certain temps et à agir sur sa vitesse. Il ne faut pas perdre de vue qu'une crise majeure peut en cacher une autre beaucoup plus grave. Le capitalisme, à l'instar des systèmes qui l'ont précédé et de ceux qui vont lui succéder, a son talon d'Achille. La crise de nature systémique peut ouvrir de nouvelles perspectives comme elle peut annoncer la fin d'une époque et constituer le prélude d'une rupture sociétale. Une crise fatale n'est généralement pas perçue ainsi. Elle se présente sous la forme d'une crise classique, du déjà-vu. De fait, on ne se rend compte de sa nature qu'une fois le point de non-retour atteint. La disparition des civilisations, la chute des empires, la spirale du sous-développement, la destruction du mur de Berlin et nous en passons, sont les conséquences des ruptures provoquées par des crises fatales qui n'ont pas été bien diagnostiquées et dont on a sous-estimé l'impact. La sortie de la crise ne saurait se décréter. La riposte inadaptée entretient la crise si elle ne l'aggrave pas. L'engagement soutenu de l'État à travers des plans de relance et une implication sans faille de la collectivité, entérinant la socialisation des pertes, risque de doper l'économie sans extirper le mal. C'est pourquoi toute crise, aussi bénigne soit-elle, doit être soumise à un diagnostic approfondi en application du principe de précaution. L'observation de ce principe est d'autant plus importante que les conditions d'analyse, qui seront évoquées ci-après, n'offrent pas toutes les garanties d'un diagnostic scientifique de la crise. Il est difficile de s'affranchir de l'apriorisme, de transcender la pesanteur idéologique ou de prendre du recul, alors que la crise n'en est qu'à ses débuts, pour appréhender d'une manière objective sa nature, réfléchir aux remèdes et anticiper la sortie. L'objectivité peut être affectée par la subjectivité. Au mieux, elle se trouve fortement altérée par l'intersubjectivité. La raison en est que le sujet n'est pas à une distance suffisante de l'objet pour neutraliser le subjectif. De par son essence sociale, l'objet ne se prête pas à une analyse en laboratoire et ne se plie pas aux exigences de l'expérimentation. De même, le sujet a besoin de temps pour se détacher de l'objet et s'affranchir de l'instant en vue de procéder à une analyse lucide. Il y a une interférence entre les deux, au point où le rapport du sujet à l'objet est de nature à déformer le réel. La frontière entre ce dernier et le virtuel n'est pas aussi étanche qu'on peut le penser. La forte présence du subjectif que traduit l'idéologie pèse lourdement sur l'objectivité. Cette interférence est d'autant plus forte que les instruments utilisés et les méthodes adoptées ne sont pas suffisamment stérilisés. Aussi, l'analyse se trouve-t-elle perturbée et les résultats obtenus complètement biaisés. L'objet n'est pas aussi passif que cela. Certes, il porte les empreintes du sujet, mais il l'impacte en retour dans le cadre d'une relation dialectique. En faisant subir au factuel la tyrannie de l'intellect, l'objet retravaillé, conceptuellement parlant, se transforme en représentation ou en perception. En tant que tel, l'objet devient actif et finit par aliéner le sujet et canalise en conséquence son action. On ne le répétera jamais assez, l'économie n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une physique sociale. Le capitalisme ne relève pas de l'ordre naturel. De même, la crise ne saurait être assimilée à une catastrophe naturelle qui exige de tout un chacun au moins de la compassion et au mieux, de la solidarité agissante. Elle n'est pas et ne peut pas être une fatalité. Si la crise relève d'une double logique sociale et sociétale, elle est fondamentalement le produit des comportements individuels, du laxisme étatique et de la passivité de la collectivité. De ce fait, elle est l'expression d'un état d'esprit et la traduction des contradictions internes à la société à une phase bien précise de son histoire.
Pour l'appréhender, rien ne vaut la réhabilitation du complexe et la neutralisation de l'apriorisme. La crise intrigue. Ce n'est pas le comment qui préoccupe le plus, mais c'est le pourquoi qui pose problème. Pourquoi la tendance haussière fléchit-elle d'un seul coup, marquant ainsi un ralentissement de l'activité économique? Pourquoi le renversement de situation devient-il quasiment irréversible? Pourquoi, une fois le processus enclenché, la chute semble-t-elle soumise à une progression géométrique par comparaison à la phase ascendante qui se déroule selon une progression arithmétique? Pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas su tirer les leçons des crises qui jalonnent son histoire et capitaliser ainsi l'expérience? Est-ce que la crise, à l'instar du virus de la grippe, n'est jamais la même? Le pourquoi de ce questionnement est d'autant plus problématique qu'il échappe à la rigueur scientifique et déborde le rationnel contrairement au comment. Il exige une réponse dosée, joignant le rationnel à l'irrationnel et mélangeant le quantitatif qui se prête facilement au jeu scientifique, et le qualitatif qui ne s'y prête que difficilement. S'il y a un enseignement à tirer des crises à répétition et du caractère cyclique du système, c'est bien le fait que le fonctionnement de ce dernier est indissociable du comportement humain. Une évidence? L'est-elle pour les néoclassiques par exemple? À ce titre, 2 leçons au moins méritent d'être tirées. Primo, rien n'est définitivement acquis. Une situation ne peut perdurer indéfiniment. Secondo, modéliser le réel, c'est atténuer le degré d'efficience des outils d'analyse et limiter l'efficacité de la méthode d'appréhension. De par sa complexité, le réel est une alchimie qu'il serait dangereux de réduire à ses composantes rationnelles. L'irrationnel ne se neutralise pas. D'ailleurs, si le rationnel se prête au traitement conventionnel, l'irrationnel en revanche peut au mieux être soumis à la morale. Or, la moralisation de l'économie est controversée, contrairement à la régulation dont l'intérêt est avéré du moins pendant la période de convalescence de l'économie après l'épreuve de crise. N'étant plus sous les feux de la rampe, même si elle est toujours d'actualité, la crise se prête mieux, après une année de son déclenchement, à une autopsie afin de connaître ses tenants et aboutissants et dégager les tendances générales de l'après-crise. Pour entamer ce travail qui n'est pas de tout repos, nous nous sommes référés à un certain nombre de travaux dans une démarche constructive qui consiste à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et à procéder à la séparation du grain de l'ivraie pour retenir ce qui nous semble pertinent, combler les insuffisances et surtout faire ressortir les limites dans la perspective de les dépasser. Partant de ce dernier point, qui nous intéresse au plus haut niveau, et qui constitue la ligne de démarcation entre notre contribution et celle dont nous avons pris connaissance, nous avons essayé de comprendre les raisons qui ont amené un bon nombre d'analystes à opter pour une démarche qui consiste à privilégier le facteur économique pour en faire le phénomène social par excellence, à se focaliser sur le capitalisme au point où on le confond avec la société dite capitaliste et à occulter les cycles longs pour en tenir au cycle à durée moyenne. De notre point de vue, cette approche est sélective. Elle rend compte des ruptures internes à la société à capitalisme évolué, mais esquive les ruptures sociétales. Le changement, autre que celui qui se réalise dans la continuité, lui échappe complètement. Notre hypothèse de travail est que la crise de 2008, à l'instar de celle de 1929, est une crise majeure. Elle est systémique de par certains aspects et sociétale et donc fatale de par certains autres. Elle relève d'un cycle long, le cycle chaldounien, englobant d'autres cycles de durée moindre, notamment le juglar. Son caractère systémique est trompeur. Il rend difficile la détection de sa vraie nature pour au moins 4 raisons, à savoir la centralité du facteur économique, la prédominance de la sphère financière, l'assimilation de la société à son système de fonctionnement et le diagnostic de la grande crise de 1929 qui, de notre point de vue, a été incomplet. La crise actuelle, sous ses différentes facettes, bien qu'elle ait beaucoup de similitudes avec celle de 1929, est une crise unique dans son genre. C'est une grappe de crise inédite porteuse des germes d'une rupture étalée dans le temps. C'est plus qu'une crise sociale, c'est une crise sociétale, une crise fatale. À ce titre, la crise de 2008 constitue une rupture civilisationnelle. Elle marque, pour l'Occident en particulier, la fin d'une période, celle de la société industrielle. Par rapport à celle de 1929 qui s'est soldée par une redistribution des cartes au sein de la société occidentale,
elle annonce, sur le plan de la géostratégie, des changements en profondeur au niveau des rapports de force entre l'Occident et le reste du monde. Le capitalisme industriel, dont le noyau dur se trouvait pour l'essentiel en Occident, est plus que jamais séduit par les perspectives que lui offre l'Extrême-Orient. Si l'essoufflement du capitalisme industriel occidental n'annonce pas la fin du capitalisme en tant que mode de production, il annonce, du moins, le compte à rebours d'un certain hégémonisme économique. Européen, notamment britannique, de naissance, le capitalisme industriel s'est très tôt naturalisé américain, la crise de 1929 aidant, pour prendre à partir de la fin du XXe siècle, début du XXIe, la route de l'exil en quête d'une nouvelle nationalité, l'américaine ne lui permettant plus de s'épanouir. L'Extrême-Orient semble la région qui a le plus d'atouts pour l'incuber et en faire son enfant adoptif. Le capitalisme du troisième millénaire sera asiatique ou ne sera pas. Pour développer cette hypothèse, notre réflexion s'articule autour de 3 axes. Le premier est consacré à la théorie des cycles en rapport avec les crises. L'objectif est de faire ressortir d'une part, l'apport des principaux théoriciens qui se sont intéressés aux crises et à l'aspect cyclique de l'évolution de l'économie capitaliste, en l'occurrence Marx, Schumpeter et Keynes, et d'autre part, les limites des théories élaborées en distinguant le cycle à une inconnue du cycle à plusieurs inconnues. S'agissant du deuxième axe, il porte sur l'aspect systémique des 2 grappes de crise de 1929 et 2008. Le but est de mettre en relief les ingrédients de la crise financière nonobstant sa nature. Quant au troisième axe, il sera consacré à la mise en exergue de la commodité de cette hypothèse et de son degré de corroboration. À ce titre, on mettra l'accent sur les éléments de démarcation de la grappe 2008 par rapport à celle de 1929 pour montrer qu'on est en présence de 2 logiques qui, même si elles ne sont pas totalement différentes, restent distinctes. Les 2 grappes se sont développées aux États-Unis à 2 époques différentes. Pour faire court, on peut dire que 1929 a annoncé la naissance d'un empire et le déclin d'un autre, avec cependant une nuance de taille qui réside dans le fait que la passation des consignes impériales s'est faite à l'intérieur de la société occidentale. Autrement dit, il y a eu un remue-ménage interne sans que la position de cette société sur l'échiquier mondial ne soit affectée, loin s'en faut. En revanche, 2008 semble amorcer le compte à rebours de la fin de l'Empire américain, accompagné d'un changement sociétal qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur le statut actuel de l'Occident en tant que civilisation dominante. Au mieux, il perdrait son hégémonisme et serait enclin à admettre des contre-pouvoirs et un nouvel ordre international plus équilibré. Au pire, son monopole civilisationnel serait de plus en plus contesté par la montée en puissance de nouveaux centres civilisationnels. En tout état de cause, l'Occident de l'après-crise ne sera pas l'Occident de l'avant-crise. Bref, 1929 et 2008 correspondent à des crises sociétales, sinon civilisationnelles, avec cependant des conséquences différentes. En 1929, le déplacement du centre civilisationnel s'est réalisé à l'intérieur de la société occidentale. C'est pourquoi nous avons considéré que ce qui importait le plus est plutôt le social que le sociétal. Certes, la culture, voire la civilisation américaine, a ses spécificités qui font d'elle une culture à part et une civilisation différente de l'européenne, néanmoins, elle reste foncièrement occidentale. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes, l'enjeu est de taille. Le sociétal civilisationnel n'est plus seulement une problématique exclusivement occidentale. Pour le dire banalement, ce n'est plus une cuisine interne à l'Occident. Il ne s'agit plus d'une redistribution de cartes entre les pays occidentaux. Le reste du monde, ou du moins une partie, est directement impliqué et se considère, plus que par le passé, un faiseur majeur de l'histoire de l'humanité. Aussi se trouve-t-il dans une bonne posture et aspire-t-il à se faire valoir et à être reconnu en tant que pôle économique, au même titre que les pôles occidentaux dans la perspective de s'ériger en centre civilisationnel. Cela étant dit, nous avons jugé utile pour le besoin de l'analyse, de faire état de quelques préalables avant d'attaquer le vif du sujet. Quelques préalables à l'analyse de la crise de 2008. Des préalables recensés, 6 nous semblent d'une importance capitale et seront présentés ainsi d'une manière succincte. 1. Le capitalisme est à conjuguer au pluriel.
Tout système économique est par définition un système social. En tant que mode de production, le capitalisme fait partie intégrante de la société qui le pratique et le couve. Aussi, existe-t-il autant de capitalisme qu'il y a de sociétés? Le capitalisme américain se distingue du danois. Les deux se démarquent du capitalisme russe ou chinois. Le spécifique comme l'idéologique font que la riposte est forcément multiple. Le même diagnostic n'induit pas nécessairement les mêmes réponses. Les dispositions à prendre et les remèdes à administrer diffèrent d'une économie à l'autre et peuvent constituer à l'intérieur d'une même économie une pomme de discorde. En d'autres termes, le capitalisme comporte une forte connotation culturelle. Cette dimension n'épargne pas ses principes qui ont tendance à s'universaliser. La propriété privée ou la liberté d'entreprendre ne sont pas perçues de la même manière à l'Est comme à l'Ouest, au Sud comme au Nord. L'hégémonisme du capitalisme est indissociable de la tendance de la culture à l'universalisation. C'est-à-dire que le rayonnement du capitalisme, qui ne peut être que spécifique, est fonction de la capacité de la culture qui le sous-tend à s'imposer hors de ses frontières. Or, cette tendance est tributaire de la disposition de la société ou du pays d'origine à élargir sa zone d'influence et à développer une démarche impérialiste. Au XIXe siècle, le capitalisme dominant était anglais, alors qu'au XXe, c'est le capitalisme américain qui a été propulsé au devant de la scène. Dans les deux cas, la puissance militaire est au cœur du dispositif impérialiste. D'ailleurs, la force de frappe militaire perturbe l'analyse et n'aide pas à détecter la crise fatale. Tant que cette force est dissuasive et continue à produire ses effets, la crise ne peut être appréhendée au pire qu'en tant que crise cyclique de nature systémique. I2 La mondialisation est à sens unique, celui de l'impérialisme. Les crises qui ont éclaté ici et là, Mexique, Russie, Sud-Est asiatique et Argentine, avaient une portée locale et n'étaient pas aussi inquiétantes que celle de 2008 qui a pris naissance aux États-Unis et qui s'est propagée ensuite au reste du monde. Même les crises mineures ou les scandales à répétition se traitent différemment selon le pays d'origine. Comparé au déboire de Vivendi, le scandale d'Enron a eu un retentissement beaucoup plus grand. Son traitement a eu une portée internationale. La mondialisation qui n'est pas de date récente, mais qui s'est amplifiée en usant des NTIC, véhicule la culture dominante et traduit les rapports de force au niveau mondial. Elle est en fait à sens unique. La faillite de l'État somalien ou la famine en Afrique n'impactent en rien le reste du monde. Même la crise japonaise des années 1990 n'a été que faiblement ressentie hors des frontières nippones. La mondialisation alimente l'interdépendance et la renforce dans une dépendance différenciée. I3 La crise majeure est une grappe de crise. La crise financière de 2008 a été précédée par une débâcle immobilière et des signes avant-coureurs de la crise du secteur automobile, en plus des crises énergétiques et écologiques dont le monde s'est accommodé. Elle a fait tache d'huile en affectant les sphères financières connectées à la sphère américaine, et s'est élargie en provoquant des crises en cascade dans l'économie réelle. Une crise majeure se présente sous forme d'une grappe avec une tige qui la supporte et assure son unité. Or, la crise n'est pas perçue en tant que telle. Et la tige, sorte de tronc commun aux crises constituant la dite grappe, est purement et simplement ignorée. Ce constat rend le diagnostic périlleux, d'autant plus que la perception dominante est fortement influencée par la crise financière au point qu'elle en fait souvent le fait générateur de toutes les autres. La crise financière est révélatrice du mûrissement de la grappe, mais elle n'est pas à l'origine de sa constitution. Elle correspond au paroxysme de la grappe de crise. Le risque de mal diagnostiquer la crise est de nature à la faire durer, s'il ne conditionne pas sa sortie par une déflagration majeure. La durée de la crise de 1929 et sa sortie dramatique et destructrice, la Seconde Guerre mondiale, sont, nous semble-t-il, la conséquence d'une perception étriquée qui a abouti à un diagnostic incomplet de la dégringolade de l'économie de l'époque. I4 Le social et le sociétal, deux principaux critères pour apprécier la crise. Deux critères sont à retenir pour se prononcer sur la nature de la crise et l'apprécier correctement. Il s'agit du social et du sociétal. Une crise majeure peut être soit une crise systémique impactant plus le social que le sociétal,
soit une crise fatale qui va au-delà du social pour affecter le sociétal et déboucher éventuellement sur le civilisationnel. En d'autres termes, une crise systémique relève de la nature du système dominant et se distingue par la fréquence de son apparition, alors qu'une crise fatale est une crise de société s'inscrivant dans un cycle long, et dont les causes ne sont pas seulement économiques. Diagnostiquer la crise à l'aune de ces deux critères n'est pas évident, car si le social est plus facile à appréhender et peut être observé au fur et à mesure du déroulement de la crise, licenciement, chômage, faillite, baisse du pouvoir d'achat, etc., le sociétal en revanche ne se détecte que difficilement sur une période plus longue qui va au-delà de la durée de la crise. Le social fait réagir, mobilise et revigore les contre-pouvoirs, contrairement au sociétal qui produit ses effets progressivement et d'une manière sournoise. Le changement d'époque ou de société peut être ressenti, sans être aussi contraignant que le social. Paradoxalement, le changement sociétal hypnotise en quelque sorte. Il peut être à la limite ralenti, mais rien ne l'empêche de se réaliser et de prendre forme petit à petit. Le capitalisme ne s'est pas livré d'un seul tenant, et ne s'est pas imposé brusquement et d'un seul coup. La sortie de crise peut être trompeuse pour deux raisons. La pharmacopée administrée serait un ensemble de médicaments dopants. Dans ce cas, l'économie retrouve du punch tout en continuant à être rongée par la maladie. La rupture s'étale dans le temps. Un des critères pour s'en rendre compte n'est autre que le benchmarking. La régression progressive de la Grande-Bretagne a été accompagnée par une montée en puissance des États-Unis. Aujourd'hui, ces derniers donnent des signes de vieillissement alors que la Chine semble péter le feu. I5, économie et crématistique. Il est important de remarquer que la distinction opérée par Aristote entre l'économique et la crématistique, qui est au cœur de la problématique de l'économie depuis la nuit des temps, est plus que jamais d'une grande actualité. À la base de cette distinction, la monnaie. De ces trois fonctions, qu'Aristote a clairement identifiées, à savoir mesure de la valeur, moyen de paiement et réserve de valeur, cette dernière est de nature à favoriser le détachement de l'argent de son usage normal et de la déconnecter de l'économique pour s'ériger en objectif en soi. À ce titre, l'argent devient l'objet de désir ouvrant ainsi la voie à des excès et à l'enrichissement effréné. L'argent d'abord, l'argent toujours, la vertu ensuite si elle le veut. En l'extirpant de son milieu naturel que représente l'économie réelle, l'argent s'autonomise en se transformant en marchandise tout en continuant à remplir ces trois fonctions. Le gain qui en découle est non seulement contre-productif, mais contre nature comme le souligne à juste titre Aristote. Il suffit de se départir pour un certain temps d'une somme d'argent en la mettant notamment à la disposition de celui ou de ceux qui en ont besoin pour avoir en retour une somme supérieure. L'argent génère de l'argent. C'est ainsi qu'on substitue la crématistique schématisée comme suit. A l'économique présentée ainsi, A, M, A. Avec A égale argent, M égale marchandise, A égale A plus delta A, gain. Une telle déviation ouvre la porte à tous les abus, stimule l'âpreté au gain sans borne et expose l'économique à l'implosion, en favorisant l'économie du casino et la culture du spéculatif. Aristote condamne le prêt à intérêt et stigmatise plus particulièrement l'intérêt. Question qui est au cœur du débat relatif à l'émergence de la société capitaliste et qui alimente la controverse au sein de la société musulmane entre les partisans de l'islam économique et les laïcs notamment. La crématistique fait partie des principaux clignotants qu'il revient à la collectivité de surveiller. Dès qu'elle commence à prendre de l'importance en détournant de plus en plus le capital de son affectation normale, et en lui assurant des rendements attrayants, il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. I-6 L'État ne s'oppose pas au marché. Le capitalisme ne se confond pas avec l'économie de marché. On ne doit pas opposer le marché à l'État. L'histoire économique révèle que les marchés nationaux ne sont pas du tout apparus, du fait que la sphère économique s'émancipait progressivement et spontanément du contrôle gouvernemental. Au contraire, le marché a été la conséquence d'une intervention consciente et souvent violente de l'État, qui a imposé l'organisation du marché à la société pour des fins non économiques. 2. La fusion des marchés locaux ou domestiques en marché national est indissociable de l'émergence de l'État-nation. Ainsi,
le marché concourait à la consolidation de la cohésion sociale et à l'affirmation de l'identité nationale et ce, en tant respectivement, que lien social et expression de la souveraineté nationale. L'idée que le marché est une institution naturelle qui se crée spontanément pourvu qu'on laisse faire, est une idée qui n'a aucun fondement scientifique ni historique. Polanyi fait remarquer à juste titre que le comportement de l'homme contredit cette thèse et d'ajouter, en paraphrasant Frank H. Knight, que aucun mobile spécifiquement humain n'est économie. 3. La parabole de la main invisible qui nous rappelle celle du diable de Laplace, est attribuée à tort à Adam Smith. Dans son ouvrage, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Smith n'a pas jugé utile d'intégrer cette notion dans le cadre de son analyse des marchés, livre 1 et 2. Il s'est contenté de la mentionner au niveau du livre 4 où il est question du comportement de l'investisseur, qui est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. En plus, réduire l'œuvre smithienne à cet essai est injuste, car elle expose la pensée smithienne à la mutilation. On ne le soulignera jamais assez. Le marché est avant tout une institution sociale spécifique qui contribuait à l'insertion de l'économie dans les relations sociales et à en faire une composante sociale avant qu'elle ne soit propulsée au devant de la scène pour occuper une position centrale au sein de la société. Depuis, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique, qui n'est autre que le capitalisme. Cette évolution a investi le marché d'une transcendance mystificatrice et d'un pouvoir magique, au point qu'il s'est imposé en tant que métaphysique sécularisée, et s'est érigé en économie à part entière, à savoir l'économie de marché qu'une frange d'économistes assimile au capitalisme. Cette tendance a amené la société à intérioriser les lois de ce système, et à réadapter en conséquence son organisation pour le servir. Sans sa complicité, le capitalisme est impensable. Il est forcément une réalité de l'ordre social, même une réalité de l'ordre politique, même une réalité de civilisation. 4. Pour la première fois, la société se confond avec son système économique. Confusion qui vient du fait qu'on ne peut pas penser la société moderne sans le capitalisme. Certes, les deux sont intimement liés, mais faut-il pour autant les confondre ? En tant que système, le capitalisme est un mode de fonctionnement de la société. Il peut être abandonné en faveur d'un autre, suite à une révolution par exemple, les bolcheviks en 1917. Par ailleurs, une société en déclin ne condamne pas forcément le capitalisme. Celui-ci peut refaire sa vie sous d'autres cieux. Par ailleurs, la confusion de l'économie de marché avec le capitalisme n'est pas innocente, à moins qu'elle découle de l'ignorance. Le marché est antérieur au capitalisme, et peut s'adapter à tout autre système de fonctionnement de la société. On peut croire aux vertus et à l'importance d'une économie de marché, mais on ne peut pas croire à l'instar de Braudel à son règne exclusif. Ce n'est pas le marché, mais c'est l'État qui impose le capitalisme et assure sa pérennité. Le capitalisme ne triomphe que lorsqu'il s'identifie avec l'État, qu'il est l'État. 5. En fait, opposer le marché à l'État et assimiler le capitalisme à l'économie de marché est une manière de consacrer l'animalité et de faire valoir la loi de la jungle sur la loi sociale. L'État et le marché ne sont pas incompatibles, loin s'en faut. En faire le fer de lance de deux dogmes diamétralement opposés, c'est faire courir à la société le risque de perdre le sens de la mesure et de céder aux sirènes de l'extrémisme. Celui-ci est largement impliqué dans les deux grandes crises de 1929 et 2008. Le tout marché est aussi dangereux que le tout État. Le cycle et crise. Avant d'attaquer de front la question de la singularité de la crise de 2008 et de faire ressortir sa dimension sociétale, nous allons revenir à la notion de cycle pour passer en revue les principales théories des cycles ou crises, en l'occurrence celles développées par Marx, Schumpeter et Keynes. En dépit de l'apport de ces théoriciens et de leur contribution à l'explication du phénomène cyclique, l'approche des crises à l'aune des cycles économiques, notamment de Juglar, est une approche pertinente mais partielle. Les théories développées sont des théories du cycle à une inconnue. En ce sens que les trois théoriciens ont privilégié une démarche cartésienne pour contourner la complexité du phénomène en admettant comme hypothèse de base l'existence, d'une part, d'un cycle purement économique et d'autre part, d'une cause qui détermine en dernier ressort l'évolution cyclique. Aussi,
se sont-ils focalisés sur l'identification de cet inconnu. Ce choix méthodologique, qui peut apparaître en contradiction avec la vision globale de ces trois théoriciens et qui reste, au demeurant, leur marque déposée, découle des considérations intersubjectives liées à l'importance du facteur économique dans l'explication du phénomène social et à l'option pour le cycle à moyen terme. Néanmoins, ce choix a limité le champ de réflexion de ces théoriciens et s'est même accompagné d'un vide théorique. Marx et Schumpeter et dans une moindre mesure Keynes ont évoqué la fin du capitalisme. Or, la disparition de ce système ne peut se produire qu'à long terme et ne saurait donc s'inscrire dans le juglar. De plus, il serait difficile d'expliquer cette disparition en s'appuyant uniquement sur l'économie et en la ramenant à une seule et unique cause. Pour décoder le phénomène cyclique qui est à l'origine des deux crises de 1929 et de 2008, le juglar à lui seul est insuffisant. Lorsqu'il s'agit d'une crise fatale, ce dernier fait partie d'un cycle plus long, en l'occurrence le cycle chaldounien. Comparé au juglar, ce cycle se distingue, non seulement par sa durée, mais aussi par le fait qu'il est à plusieurs inconnus. En fait, le juglar lui-même est à plusieurs inconnus, n'en déplaise à son inventeur. Le cycle, de quelque nature qu'il soit, ne saurait être exclusivement économique à cause de son caractère social avéré et de l'impossibilité de le purifier et d'isoler ses composantes pour ne retenir que le facteur économique. Vouloir le soustraire de son milieu naturel pour le jauger à l'aune d'un seul et unique paramètre est un exercice périlleux qui peut, à la limite, s'expliquer sur le plan pédagogique. Mais évacuer les variables non économiques dans la constitution et le déroulement du cycle est réducteur pour ne pas dire pervers. En plus, la cyclicité se réalise sur la base d'une superposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.